Et donc maintenant, nous allons enchaîner avec une présentation sur la dynamique de la marée dans l'estuaire de Wouri, du Cameroun, donnée par Yannick Fossifotsi et et al. Bonjour à tous, je suis Yannick Fossifossi, postdoc à Ifremer. Aujourd'hui, je vais vous présenter la dynamique de la marée dans l'estuaire du Wouri. J'aimerais rappeler que ce travail a été effectué entre le laboratoire Alliance de La Rochelle Université et l'Université de Douala en collaboration avec le CHOM. Ce travail sera présenté suivant le plan ci-contre. Alors, les estuaires constituent une catégorie originale de forme de littoral. En définition, ils sont des zones d'interface entre les masses d'eau salée et les masses d'eau douce mises en mouvement par la marée. Par rapport à la marée, on va observer un phénomène lié à la dynamique des estuaires, qui va être la symétrie de la marée correspondant à la déformation de son onde, avec à son embouchure une marée symétrique. Et au fur et à mesure qu'elle va se propager vers l'amont, on aura une marée asymétrique avec une durée de flot inférieure à une durée de jusant. Alors, face à une forte pression naturelle et anthropique, les estuaires vont subir une modification de la dynamique de la marée. Et ceci va intéresser plusieurs chercheurs. Ceci va intéresser ou a intéressé plusieurs chercheurs ces dernières décennies. Et on peut observer, par exemple, les travaux de Winter et Wang en 2013, qui ont étudié la dynamique de la marée, montrant l'impact de l'homme en termes d'évolution. Comment est-ce que l'homme a contribué à l'évolution de l'amplitude de la marée dans 5 grands estuaires ou 5 ports européens. D'où, étant donné que la dynamique des estuaires n'a pas encore fait l'objet d'une telle étude en Afrique subsaharienne et particulièrement au Cameroun, l'intérêt de cette étude portant sur l'estuaire du Wouri, situé au cœur du golfe de Guinée, presque exactement sur l'équateur. Sur le plan hydrodynamique, il est soumis à une marée semi-dune avec une amplitude d'environ 2,5 mètres et est tributaire de 3 grands fleuves dans sa partie amont, avec le fleuve Wouri, qui est le fleuve le plus prépondérant, avec des apports prépondérants. Et dans la partie aval, on va avoir la Sanaga, qui est l'un des plus grands fleuves du Cameroun. Et cet environnement est également soumis à des forts courants de marée et des courants littoraux et des très faibles courants de surface du golfe de Guinée, de l'ordre de 0,4 mètres par seconde. Cet environnement est abrité dans un climat équatorial camerounais à 2 saisons, avec une longue saison de pluie caractérisée par une période de crue et une courte saison sèche caractérisée par une période d'étiage. Cet environnement est abrité dans une formation sédimentaire constituée essentiellement de sable fin et très fin, et entouré de zones de mangroves comme on peut observer là. La ville de Douala, entre 1916 et 2015, va connaître un boom démographique. Et ce boom démographique va être retrouvé dans tout l'environnement estuarien du Wouri Cameroun. Le port autonome de Douala, pour répondre à cette croissance de la population, va développer des capacités d'accueil importantes du port autonome de Douala, et ceci va passer par des travaux d'entretien du chenal de navigation qui vont être des dragages. Et l'estuaire du Wouri, comme j'ai dit tout à l'heure, entouré de zones de mangroves, on va observer par exemple du côté de Cap Cameroun une forte destruction de ces zones de mangroves qui va laisser observer une érosion d'environ 470 mètres entre 2001 et 2017. Alors, sans oublier les faire combiner des régimes de marée en variation des saisons, qui va mettre cet environnement estuarien
en forte pression, d'où l'intérêt justifié de la dynamique de la marée dans cet environnement-là. Alors, l'objectif de ce travail est de calibrer et valider un modèle hydrodynamique, enfin, de pouvoir explorer la variation temporelle et spatiale du comportement de la marée dans l'estuaire du Vouri afin de comprendre la dynamique de la circulation des masses d'eau. Pour y répondre, nous avons utilisé les stations marégraphiques du port autonome de Douala, les stations P2, P3 et P4, et pour compléter ces 3 stations de mesure, nous avons installé une sonde multiparamètre à la station P5. Et pour analyser et comprendre la propagation de la marée de l'aval vers l'amont, nous avons utilisé le transect tel que présenté. Aussi, comme outil utilisé, nous avons utilisé le modèle Télémac 3D avec une stratégie ou une paramétrisation de turbulence K-epsilon avec un frottement de fond variable et la discrétisation de la surface ou de la zone d'étude montrant un maillage de 2 km vers le large et de plus en plus réduit en allant vers l'amont avec un maillage dans les zones de section d'environ 10 mètres. Pour ce qui est des paramètres forçants, nous avons utilisé une bathymétrie de 1996 du CHOM et les 18 principaux constituants de marée de FES 2014. Et pour ce qui est des faussages de débit, nous avons utilisé les débits des climatos en absence des débits mesurés. Et ce modèle a été calibré et validé. Alors, là, je vous montre les résultats de calibration et de validation du modèle. On peut observer là une variabilité de notre coefficient de Strickler qui nous a permis d'observer, qui nous a permis d'avoir des meilleures prédictions avec le modèle. Il faut préciser que le modèle a été calibré en petite période de crue et validé sur 1 an. Et observant de très faibles erreurs avec des coefficients de corrélation et paramètres skill très proches de 1, et cela nous amène à conclure que le modèle arrive à reproduire de façon satisfaisante les observations et peut être utilisé dans la compréhension de la dynamique de la marée dans cet environnement estuarien. Alors ici, je vous montre une variation de l'amplitude de la marée moyenne en différentes périodes de débit. On a le mois de janvier qui présente la période d'étiage, le mois de mai qui présente la période de débit moyen et le mois d'août qui présente le mois de fort débit. Alors, on peut observer des amplitudes légèrement supérieures au mois d'août avec une différence de 0,1 mètre et on peut remarquer entre P0 et P5 une amplification de la marée et entre P5 et P8 une marée qui va être amortie. Et ceci montre bien qu'entre P0 et P100, on a une dominance de la convergence de la marée sur le frottement, contrairement à ce qui est observé entre P100 et P8, qui montre une dominance de la friction sur le frottement. Alors, si on regarde cela à l'échelle d'un cycle de manteau au vif-eau, entre P0 et P100, on va observer un déphasage supérieur en basse mer et on voit que ce déphasage est important à vif-eau. Et si on regarde ce qui se passe en période de crue, on va remarquer également qu'on a un déphasage important en basse mer et qu'en vif-eau, ce déphasage est plus important. Et en observant ce déphasage entre période d'étiage, période de crue est important en vif-eau, ceci nous laisse comprendre que le débit important augmente le frottement et
la dissipation d'énergie est importante, ce qui retarde de plus en plus la marée. Alors, si on regarde en termes de durée, on va voir qu'en aval de l'estuaire, à P0 et P1, on a une durée de flot qui est légèrement supérieure ou égale à une durée de jusant. Et plus on va vers l'amont, entre P4 et P5, on aura une durée de flot qui va être inférieure à une durée de jusant. Alors, si on veut regarder un peu plus ce qui se passe en profondeur en termes d'asymétrie de la marée, ici, pour calculer la symétrie de la marée, on a utilisé la méthode de son éco-hauteur et Zhang éco-hauteur qui utilise l'amplitude, la phase et la fréquence de la marée pour calculer la symétrie de la marée via les combinaisons des constituants paires et triades. Et arrive à conclure qu'une combinaison paire ou triade inférieure à 0 montre une dominance de jusant et qu'une combinaison supérieure à 0 montre une dominance de flot. Alors, étant donné que nous allons utiliser les constituants de marée, nous avons effectué une analyse harmonique. Et ici, dans le cas de cette étude, nous avons privilégié l'outil S-Tide qui nous permet d'effectuer une analyse harmonique non stationnaire. Pourquoi l'outil S-Tide? Car en comparaison de l'outil T-Tide qui nous permet d'effectuer une analyse harmonique stationnaire, contrairement à l'outil S-Tide qui nous permet de faire une analyse harmonique non stationnaire, en calculant les erreurs, l'erreur faible de l'outil S-Tide nous a permis de choisir l'outil S-Tide pour effectuer l'analyse harmonique. Et pour mieux valider nos constituants de marée, pour calculer nos asymétries, on a fait une comparaison, observation et modèle. Et vous pouvez observer là que le modèle arrive à reproduire très bien les constituants de marée et peuvent être utilisés pour comprendre la symétrie de la marée dans notre estuaire. Alors, en utilisant les combinaisons paires et triades pour le calcul de la symétrie de la marée, on va observer ici, à travers ce résultat, que la paire M2, M4 contribue plus à caractériser la symétrie de la marée, contrairement à la triade M2, S2 et MS4. Et on peut observer deux compartiments avec un compartiment inférieur à 0, qui nous montre une partie dominée par le jusant et un compartiment supérieur qui nous montre une partie dominée par le flot. De même, pour ce qui est de la paire M2-M4 que de la triade M2-S2 et MS4. Alors, pour ce qui est de la triade M2-M4 et M6, étant donné les très faibles valeurs, sachant que ces valeurs sont très proches de l'erreur du modèle, on a conclu que cette triade qualifie très peu la symétrie de la marée dans l'estuaire et n'a pas été considérée. Et en conclusion, la paire M2 et la triade M2 et MS4 qualifient mieux la symétrie de la marée dans l'estuaire en nous montrant une partie dominée par le jusant et une partie dominée par le flot. Alors, comment est-ce que le débit impacte sur la symétrie de la marée dans notre estuaire? Si on regarde le mois de janvier, on va voir toujours une partie aval qui nous montre une dominance de jusant et une partie amont qui nous montre une dominance du flot, ce qui est de même observé au mois de mai et au mois d'août. Si on regarde le long du transept, on va voir qu'entre P0 et P1, on a l'inaction du débit, ce qui nous permet de qualifier cette partie ou de caractériser cette partie d'un régime tidal, qui nous permet de qualifier l'estuaire dans cette partie d'un estuaire à régime tidal. Et de P2 à P8, on voit une différence en termes de valeur d'asymétrie de la marée, ce qui nous permet de qualifier cette partie-là d'une partie à régime fluvial. Alors, si on va regarder ce qui se passe un peu dans la littérature par le calcul de la symétrie de la marée avec les rapports des phases, on va voir qu'ici, on a notre paire M2 et M4 qui montre toujours un compartiment
dominé par le gisant en aval et un compartiment dominé par le flot en amont, de même que la triade M2, S2 et MS4, montrant un compartiment dominé par le gisant en aval et un compartiment dominé par le flot dans la partie supérieure. Alors, en testant la sensibilité du débit, de la marée sur le débit du fleuve, là, on va observer notre courbe en bleu, une marée sans débit et les autres, une marée avec débit. Et on peut voir également là une partie montrant très bien l'inaction du débit à dominance caractérisant une partie à régime tidal, contrairement à la partie supérieure qui montre une partie à régime fluvial. Et on peut observer là, pour ce qui est de l'amplification de la marée, l'inaction où l'impact du débit sur l'amplification de la marée, car sans débit, on observe l'amplification de la marée très très faible, et avec les débits, on observe très bien l'amplification de la marée, ce qui montre que le débit contribue énormément à l'amplification de la marée dans cet environnement estuarien. Et de même que pour ce qui est de l'asymétrie totale, qui montre très bien une partie à régime tidal et une partie à régime fluvial, montrant que les débits contribuent plus à caractériser ou à augmenter l'asymétrie de la marée dans l'estuaire pour ce qui est de la combinaison paire et de la combinaison et de la triade M2, S2 et MS4. Alors, en conclusion, nous pouvons dire que cette étude sur l'asymétrie de la marée nous a permis de caractériser la partie inférieure d'une partie à dominance de gisant et la partie supérieure d'une partie à dominance de flot, et nous a permis de caractériser l'estuaire du Vouri d'un estuaire hypersynchrone. Et on peut également, de par l'inaction du débit dans sa partie inférieure, caractériser cette partie à régime tidal et la partie supérieure d'une partie à régime fluvial. Et ces observations en termes d'asymétrie de la marée sont importants, car ils vont nous permettre de comprendre la dynamique de déplacement ou de circulation du bouchon vaseux dans la partie fluviale de l'estuaire, qui est une information importante pour le port autonome de Douala, qui est installé là pour ses travaux de dragage. Sur ce, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Est-ce qu'on a des questions dans la salle à ce sujet? Instrumentation, modèle, estuaire, côté Cameroun, Ah oui. Bonjour, je suis Samassé Okato de l'Université d'Abidjan. Merci pour cette brillante présentation. Mon inquiétude, j'aimerais savoir, est-ce que vous pourrez donner une explication au fait que la marée en amont soit dominée par le gisant et en aval dominée par le flot? Et aussi, j'ai une autre petite question, si ça ne dérange pas. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez essayé d'évaluer l'impact des crues en fonction des saisons? C'est-à-dire comment se propage la marée pendant la saison d'étiage et comment est-ce qu'elle se propage pendant la saison de crue en termes de vitesse et d'amplitude? Merci, Rokia, pour ta question. Je ne sais pas si j'ai dit le contraire, mais j'ai dit que la partie aval, de par les résultats montrant des valeurs inférieures à 0, montrait une partie dominée par le gisant, et la partie amont, avec des valeurs d'asymétrie supérieures à 0, montrait une partie dominée par le flot. Est-ce qu'il y a une explication? Si je reviens à ma
figure précédente. Oui, là. On sait très bien que dans les estuaires, en aval, on aura une marée qui va être symétrique, avec une durée de flot qui doit être plus ou moins égale à une durée de jusant. Et au fur et à mesure qu'on va aller vers l'amont, on aura des ondes non stationnaires qui vont être, par exemple, la variation de la bathymétrie, aussi les apports des débits, également la convergence des berges, qui vont être des ondes non stationnaires qui vont contribuer à la déformation de l'amplitude de notre marée et en se propageant va déformer notre amplitude. Raison pour laquelle on aura une durée de flot qui va être inférieure à une durée de jusant. Ce qui nous permettra de dire que cette partie dominance est dominée par le jusant. Et c'est exactement ce que je montre dans le cas de l'estuaire du Vouri, car on a une partie amont qui montre très bien que la durée du flot est très inférieure à une durée du jusant. Et l'autre question, s'il te plaît, tu peux me rappeler. C'était de savoir, est-ce que les crues en période... Pardon, est-ce que les crues ont un effet sur la propagation de l'onde de marée en termes de vitesse et amplitude? Oui, c'est vrai que je n'ai pas présenté ici les résultats de vitesse. Oui, je me suis plus intéressé à l'amplitude de la marée et si tu observes là, tu vois, pour ce qui est d'amplitude de la marée, on voit très bien qu'en aval de l'estuaire, on a l'inaction du débit et plus la marée va se propager vers l'amont, on aura le débit qui va impacter sur la symétrie de la marée. On peut observer ces différences de valeurs étillage, petite crue et étillage, petite crue et grande crue, ce qui montre l'impact du débit sur la symétrie de la marée en amont de l'estuaire. Ce qui forcément devrait être pas le grand contraire pour les vitesses, mais étant donné que dans le cadre de ce travail, je ne me suis pas vraiment concentré sur les vitesses. Je demandais parce que moi, j'ai eu à faire l'étude dans le canal de Vridi. Et là, je remarquais qu'en crue, les vitesses diminuaient parce que la crue venait entraver la propagation de l'onde de marée et on avait un certain retard en termes de temps. Et puis, la vitesse était plus lente pendant la crue et puis aussi, les amplitudes s'amplifiaient. Parce que c'est comme si les crues venaient s'associer aussi à l'amplitude de marée. Et donc, dans les cieux, on avait plus de volume que du côté de la mer. C'est plus ou moins ce que j'ai montré ici. Ouais. Là, on voit que le débit va... avec le débit, on aura une amplification de la marée. Quand on peut observer une différence d'amplitude entre étillage, petite crue et grande crue. Et on voit que plus en amont, on a une marée qui va être amortie. Et on peut, par exemple, conclure ici la dominance de la convergence sur le frisson, sur la frisson, pardon. Et en amont, après P5, on va observer que la frisson va dominer sur la convergence des berges, raison pour laquelle on aura notre marée qui va être amortie. Et merci. On a le temps de... Pendant que vous cherchez votre question supplémentaire, je vais en poser une. Par rapport, moi, je me suis en modélisation fluviale, je me suis beaucoup intéressé à la capacité à détecter le moment où on pouvait faire le bon jaugeage pour attraper le débit de crue, par exemple, le bon débit de crue. Et ce que m'inspirent les graphes que vous présentez, c'est qu'en fait, si on voulait attraper le débit du fleuve dans un contexte d'oscillation comme celui-là, perturbé par les différents endroits où on se trouve dans l'estuaire, il faudrait sans doute à chaque endroit avoir un bon moment. Est-ce que vous pensez que le modèle vous donne la capacité de prédire ce bon moment ou c'est irréaliste ?
Oui, je pense que le modèle peut nous permettre de prédire ce bon moment, car cela va dépendre de la durée de la simulation. En faisant tourner le modèle sur toute une période montrant toute la variabilité saisonnière à l'échelle d'une année, on pourra, de par la variation des amplitudes et la variation des débits, arriver plus ou moins à avoir l'instant précis de variation en termes d'amplitude ou d'asymétrie de la marée. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais... Ton question à distance, non. Alors, un bras levé là-bas, oui. Deuxième. Oui, bonjour, Thomas Belin du service prévision des crues à Rennes. Alors ça fait un petit peu écho à une présentation qu'on va faire cet après-midi avec mes collègues de Normandie. En fait, je m'interrogeais sur le fait que vous partez en entrée sur un signal de marée qui est symétrique, ce qui est quand même le cas largement majoritaire. On va avoir un petit cas à présenter pratique où on a en fait la tenue de plein qui dure, et je trouve que l'estuaire là se pose sur des cas d'orientation de vent très sud-ouest. Il n'est pas exclu que votre signal, même de marée à l'entrée, il soit pas symétrique pour le coup, avec un vrai plat à la pleine mer. Et on constate, un peu de teasing pour cet après-midi et une question pour vous, que ça a des impacts très forts sur l'écoulement fluvial, cette partie déjà de tenue de plein. Est-ce que votre travail, éventuellement, il peut continuer à s'ouvrir sur des hypothèses maritimes qui sont justement sur la variation de la tenue de plein en entrée ? Je n'ai pas bien suivi, s'il vous plaît, la fin. En fait, c'est que, effectivement, j'ai fait pas mal de circonvolutions. En fait, vous partez sur des signaux maritimes qui sont des harmoniques en entrée, ce qui est quand même le cas pour une marée astronomique classique. Oui. Et on a des cas où, selon les conditions de vent, la pleine mer se maintient plus que d'habitude. On peut avoir 1 heure, 2 heures de marée en plus. Et en pratique, sur la partie prévision des crues, on a constaté que ça avait d'énormes conséquences sur la capacité du fleuve, pour le coup, à s'écouler, des impacts très forts sur les zones d'inondation. Et je me posais la question de votre travail qui est déjà très fouillé et très important sur le sujet. Est-ce qu'il est prévu d'ouvrir est-ce qu'il est possible d'ouvrir le travail que vous avez mené en changeant le signal de marée en entrée et de voir dans quelle mesure vous maintenez un niveau dans le fleuve plus important? Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans un contexte d'élévation du niveau de la mer, il faut dire que les résultats obtenus ici sont des résultats à cette période bien définie. Et si on décidait, par exemple, d'augmenter le niveau de la mer, on ne va pas obtenir les mêmes résultats et on ne va pas obtenir les zones limites d'asymétrie de la marée au même endroit. Forcément, ça va bouger. C'est en répondant à votre question, forcément, en faisant bouger ces paramètres-là, on va obtenir d'autres résultats et c'est plus ou moins ce qui pourra se faire dans les perspectives. Merci. On va, avant de venir juste à la question en salle, on a une question à distance. Alors, allons-y maintenant, le micro est là. Oui, merci. Yves Nedelec, donc du CRMA. Je sais que le sujet, c'est le niveau de la mer, mais que l'estuaire, là, pour moi, il a une forme relativement complexe, donc je m'attends à ce qu'en matière de courant, notamment, il soit très contrasté, à la fois dans le temps et dans l'espace. Donc il est possible que des facteurs explicatifs soient vraiment liés au fonctionnement et à la dissymétrie des courants dans l'estuaire. Donc peut-être une indication, au moins peut-être montrer comment sont ces courants. En plus, parce que Télémac, je pense, permet d'avoir accès à cette information. Donc ça peut être peut-être un élément qui aide déjà les gens à se situer par rapport à d'autres estuaires. Et puis voir peut-être effectivement, ça peut être parlant en matière de... Alors je ne pense pas que vous ayez du coup de diapos avec les courants. Mais il est possible que ce soit quand même des facteurs explicatifs, ou en tout cas des éléments importants pour la gestion et la connaissance de la marée dans cet estuaire.
Oui, j'aimerais préciser que ces résultats sont c'est un extrait des résultats obtenus pendant ma thèse doctorat. Et dans ma thèse doctorat, je présente les sorties de vitesse de courant. Et ici, le but était juste de montrer la variation de l'amplitude de la marée et de la symétrie de la marée qui est calculée en fonction des constituants d'amplitude de marée. Et je n'ai pas pensé aller vers les vitesses. Ouais. On peut peut-être prendre une question à distance. Oui, du coup, c'est une question de Damien Chevalier de l'UNIMA. Y a-t-il un biais introduit par les débits du fleuve sur l'analyse harmonique de la marée? Oui, forcément, parce que là, j'utilise les débits des climatos. Et ces débits de climato, c'est des valeurs qui ne changent pas à l'échelle d'un mois. Forcément, j'ai une grosse erreur déjà en termes de débit. Et en termes, si je monte là, les... non, là... Ouais. Des petites différences enregistrées, les conditions, pour ce qui est des conditions de marée, montrent qu'il y a des petites erreurs de modèle et pour ce qui est des erreurs de modèle, on n'exclut pas que les données des débits des climatos peuvent être à l'origine de ces erreurs, étant donné qu'ils ne sont pas des données réelles ou des données actuelles. Bon, merci beaucoup. Justement, on peut imaginer donc les débits, les climatologies fluviales, c'est mensuel, c'est ça? Oui, c'est mensuel. Un forçage mensuel. Oui. Ça pourrait être intéressant d'aller justement après continuer l'étude en augmentant la résolution d'un forçage ou en ayant accès peut-être à des données de temps en temps de débit de fleuves, en imaginant des campagnes dédiées ou d'autres sources pour aller raffiner l'étude. Oui. On a envie d'aller plus loin dans la réponse temporelle. Et on voit qu'il y a une bonne, évidemment, correspondance, on va dire, entre l'observation et le modèle. Et cependant, il y a des points qui sont vraiment très, très, très distincts. Ça demande toute une discussion derrière qui est bien connue pour qui fait de la marée dans ces domaines-là. Oui. Une question toute bête, la sortie du modèle que vous faisiez, que vous faites, est horaire ou quand vous comparez, il y a une chose qui est l'analyse. Est-ce que vous avez filtré des périodes de crue avant de faire de l'analyse harmonique? Et la deuxième chose, quand vous comparez à des observations, est-ce que c'est du haute fréquence ou ce qu'on appelle, ou 5 minutes ou horaire ou voilà, quelle est la correspondance sous ces deux petites questions? À ma sortie de modèle était toutes les 5 minutes. Et pour l'analyse harmonique, je suis allé avec des données horaires parce que j'ai utilisé l'outil Estate. Et le développeur de l'outil Estate préconise dans l'analyse harmonique non stationnaire de partir sur des données horaires. Et je n'ai pas filtré les périodes, j'ai fait une analyse harmonique sur un an. C'est vrai déjà, j'avais essayé de tester un peu plusieurs outils d'analyse harmonique non stationnaire, à l'exemple de NSTite, pour voir si véritablement il y avait le débit qui impactait sur la marée en période de fort débit, mais on voyait quand même que ce n'était pas aussi important que dans les autres estuaires, en fait. C'est intéressant et étonnant. Ah, alors peut-être une... Voilà. Bon, alors on me dit de stopper là. Bon, du coup, je suis désolée, on va trouver un moyen d'échanger ou de vous posiez votre question.